Michel Onfray, vous aviez organisé un débat avec Éric Zemmour le 4 octobre dernier. Il y avait beaucoup de monde, on en a parlé ici. Vous avez donc un regard sur la politique, on va y venir. Mais comment vous observez cette scène de la politique à droite, en l'occurrence, chez les Républicains, par exemple? D'abord, je voudrais saluer votre travail parce que je trouve que c'est bien de faire ça. La télévision devrait avoir de la mémoire. Les gens ont si peu de mémoire, un clou chasse l'autre. Et là, c'est cruel, bien sûr, mais c'est tellement vrai. Je trouve que c'est une soupe incroyable. Et ce montage le montre très bien. Et Le je pense travail de qu'effectivement, Paul. ça pourrait être... Oui, oui, bravo Paul. Parce que on voit qui a dit Et Laura quoi, Bacca, quand, bien sûr. comment, etc. Et les Français qui voient ça, ils se disent, mais enfin, on ne peut pas apporter un crédit à quelqu'un qui est une girouette pareille. Il a dit, j'y vais tout seul, j'irai évidemment tout seul jusqu'au bout. Ou on le dit, on le fait. Mais on se dit, je ne pourrais peut-être pas le faire et je vais me débrouiller pour ne pas dire ce que je dis. Ou pour... Toutes ces choses-là reviennent. Et Anne Hidalgo, je ne serai bien sûr jamais candidate. Mais le jour où elle est candidate, elle sait bien qu'elle a dit ce genre de choses. Ils ont vraiment l'impression, ces gens, qu'on peut faire de la politique de manière professionnelle, tout dire et le contraire de tout. Et on entend là des gens dire, bon, on veut gagner, quoi. On veut gagner, il faut se réunir. Mais personne ne parle de la France, personne ne parle des Français, personne ne parle d'un programme politique. C'est on veut gagner. Alors, ils vont parler du programme politique, puisqu'ils Oui. vont se mettre à débattre, et on l'espère, et qu'on va les entendre, et que là, ils étaient engoncés un peu dans leur procédure. Mais ce que vous dites, c'est que ça renforce un peu la défiance sur les politiques. Ah mais on ne peut pas mieux faire pour que Le Pen et Zemmour puissent avancer plein pot. Il y a tous les gens qui nous disent regardez la politique politicienne. Ceci dit, Marine Le Pen, elle est en train de passer dans ce camp-là, où elle aussi, si on fait un montage de ce genre-là, ce que je dis, ce que je fais, ce que je raconte, l'Europe, l'euro, d'accord, pas d'accord, Schengen, on enlève, on garde, on touche pas, etc. Il y a un moment donné où les gens disent bah alors, faudrait savoir quoi. Quand Mais on peut évoluer dans la vie. On peut évoluer. On peut bizarre qu'on comprendre que le réel vous fait changer d'avis, que le réel vous fait comprendre Oui, la mais vie différemment. Ça, je comprends ça tout à fait, sauf que c'est bizarre que les gens changent la perspective d'une élection présidentielle. Si c'est gratuit, le changement, on peut imaginer qu'il est sincère. Vous dites après tout, j'ai évolué sur un certain nombre de sujets, je ne pense plus la même chose parce que, etc. Bon, d'accord, très bien. Et ça arrive dans un moment où, justement, il n'y a rien à gagner au fait de changer. Mais là, il y a tout à gagner. Et il y a surtout à gagner à être élu au poste et puis après être élu éventuellement au présidentiel. Donc on voit bien que tout ça, c'est de l'opportunisme. Vous avez raison, on a le droit de changer d'avis et fort heureusement, enfin pour certains, qu'on ne pense pas la même chose que quand on avait 13 ans, quand on a 50 ans de plus, parce qu'on a vécu 50 ans et que normalement on apprend de la vie. Et même en 5 ans, même Oui. quand en 2017 il y a une réalité, qu'en 2022 Oui. il y en a une autre, bon, la la pandémie, enfin je veux dire, il y a tellement d'événements. Mais ça peut pas être la pandémie fondamentaux. qui permet à Xavier Bertrand de dire j'irai tout seul, quoi qu'il en coûte, et puis de dire j'y vais tout seul, ça ne marche pas, je change de stratégie, maintenant la stratégie c'est je vous ai toujours aimé, et ce serait bien qu'on s'entende enfin, etc. C'est pas crédible. Vous imaginez le général de Gaulle disant bon finalement on arrête de résister, ça marche pas très bien. 18 juin j'ai essayé un coup là, mais c'est pas un coup qui a marché. 6 mois plus tard on va faire autre chose. Bon je résiste plus, on va passer à autre chose. On va voir ce qu'on peut faire peut-être avec les soviétiques. Ou, Bon, c'est facile hein, comme position, je Non, vous ai pas du tendu tout. une perche. Non, pas du tout. Non, mais Non, mais c'est intéressant, la position du critique de la vie politique. Vous êtes, j'ai envie de vous dire, vous avez organisé ce débat avec Zemmour, vous avez débattu avec Valls, Manuel Valls dans l'Express. Bon, où êtes-vous politiquement, où êtes-vous comme positionnement intellectuel comment, pour peut-être que nos spectateurs vous situent? Moi, j'aime pas les étiquettes, mais je vais pas ne pas vous en donner une. Vous savez, j'étais il y a quelques jours chez Jean-Pierre Chevènement, qui est mon ami. Et si vous voulez une étiquette, allons-y, je veux bien être chevènementiste. Mais tellement de gens disent aujourd'hui de l'avoir été, etc., etc. Bon, moi, je suis sur une gauche qui n'est pas social-démocrate, qui n'est pas marxiste. Donc, si Vous dites toujours de gauche aujourd'hui, Oui, alors bien que vous sûr. savez qu'il y a des gens qui considèrent que vous êtes passé, non pas à droite, mais carrément à l'extrême droite. Hein. Oui, mais qui sont ces gens-là qui nous disent dans Libération que pour se débarrasser du mâle phallocrate blanc, il faut coucher avec des cadavres ou éventuellement avec des animaux. Ça s'est retrouvé dans une page de Libération. Et à Libération, on n'a pas estimé que c'était pas impossible à défendre comme genre d'idée. C'est ça la gauche? Ou la gauche qui estime qu'on peut aujourd'hui avorter d'un enfant qui est à quelques jours de sa naissance? Attendez, là je sais que vous dites ça. C'est impossible à entendre ça, c'est faux. Mais ça a été voté à l'Assemblée nationale. Ah non, c'est totalement faux. Ça a été voté à l'Assemblée nationale, ça n'a pas été voté au Sénat? Non, aujourd'hui, on a le droit, dans le délai des 12 semaines, à une interruption volontaire de grossesse. Peut-être que ça passera à 14 semaines. Mais en revanche, en fonction de la santé du bébé et de la mère, on peut avoir des décisions. Mais ça ne sont pas, c'est pas un avortement. Psychosocial. Attendez, comment vous ça appelez c'est très grave. Non, c'est très grave. Alors justement, parlons-en. Arrêter la vie d'un enfant parce qu'on n'en a plus le projet. Non, on est d'accord parce ou pas que la santé ou la santé est en jeu. Psychosocial.
Mais tout le monde pourra vérifier. Tout le monde pourra vérifier. Vous n'imaginez pas que je dirais une sottise pareille si c'était faux. C'est facile à vérifier. Ça a été voté à l'Assemblée nationale et par toute la gauche. Et par toute la gauche, j'ai vérifié. Et par les écologistes. Je ne suis pas de ceux qui estiment qu'un enfant, c'est juste un projet. C'est pas un projet, c'est un être humain à 9 mois quelques jours. C'est un être humain dont on ne dit pas je m'en débarrasse parce qu'il n'est plus, il ne fait plus partie de mon projet. Mais ce n'est pas le raisonnement qui peut être fait à 9 mois, comme vous le dites, franchement. Mais bon, ce que vous dites par là... C'est facile à vérifier. Hein. Oui, on va Les gens vérifier. qui nous écoutent sont en train de vérifier. Bien sûr. Mais ce que vous dites, c'est que votre inquiétude, et on l'a dit, on l'a vu, quand Non, je répondais à votre question en disant cette gauche qui défend les idées de Giscard d'Estaing et qui, sur des raisons sociales et sociétales, dit tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Cette gauche-là n'est pas la mienne. Maintenant, si cette gauche-là n'est pas la mienne, et ce sont ceux-là qui disent que je suis passé à l'extrême droite, que je suis fasciste, ou etc., ça m'est égal. Je veux bien que des gens qui sont dans cette logique-là puissent penser ça de moi, ça ne me gêne pas du tout. Moi, je suis fidèle aux idées qui m'ont fait voter Mitterrand en 81. Les plus pauvres, les plus simples, les plus modestes, les plus oubliés, les plus négligés, les gens dont on ne parle jamais. Je suis aux côtés de cela. Simplement, on dit, vous ne votez pas Hollande, vous ne défendez pas Mélenchon, donc vous êtes de droite. Si vous êtes de droite, donc vous êtes d'extrême droite. Si vous êtes d'extrême droite, vous êtes fasciste. Je n'ai pas organisé un débat avec Éric Zemmour, c'est Front Populaire qui en avait pris l'initiative. Votre revue. Oui, qui en avait pris l'initiative, parce que j'avais dit, ce serait bien que quand le livre d'Éric Zemmour paraisse, on puisse faire un débat dans les locaux de Front Populaire. C'est devenu public, et puis quand on a... 4000 personnes au Palais des Congrès. Oui, hein. Ah non, mais attendez, j'assume, je ne me cache pas de ça. Hein. Je veux dire, ça a été public. Je dis simplement que cette façon de dire, le Nouvel Observateur fait un papier la veille en disant ils sont capables de faire un papier pour nous expliquer ce qui va se dire 24 heures plus tard. C'est formidable cette gauche-là. Oui, mais enfin, vous Oui, dites c'est une gauche vous-même que formidable. vous faites le même diagnostic Oui. sur la situation Oui. de la France. Oui. Hein. Vous me dites que ça se passe bien à l'école, dans les hôpitaux, Non. dans la police, dans les banlieues, ça se passe bien à l'université, ça se passe bien dans les médias, ça se passe bien dans la culture. Vous trouvez que ça se passe bien ? Bon, ça peut se discuter point par point, mais surtout, discutons point par point. c'est pas. Enfin, Éric Zemmour dit notre civilisation est en danger. Il y a le grand remplacement. Il faut renvoyer les immigrés, ou en tout cas ne plus les accepter. Ça, c'est pas un constat, ça. C'est une solution. Oui, mais enfin, C'est pas la mienne. C'est ça la différence. Vous savez, moi, quand j'étais prof dans mes classes, j'apprenais à mes élèves à distinguer le fait du commentaire. Vous savez faire ça. C'est un peu le métier du journaliste aussi. C'est ce que j'allais vous dire. Donc là, vous êtes en train de mélanger le fait et le commentaire. Le fait, c'est effectivement que ça ne va pas bien. Le commentaire, c'est de dire j'ai des solutions, et les solutions, c'est la remigration ou je ne sais quoi. Si vous avez vu ce débat, j'ai pris des positions très claires là-dessus. Je défends le voile, je défends la possibilité d'avoir des prénoms étrangers. Je ne pense pas que l'islam soit l'islamisme et que systématiquement les musulmans soient assimilables. C'est ce que j'ai dit tout de même. Hein. Mais le Nouvel Observateur avait tout de même décidé qu'on était d'accord sur tout. Oui, donc il y a juste un moment donné, quand cette gauche, c'est ça. Non, je ne suis pas de cette gauche-là. Moi, ma gauche, elle est proudhonienne. Du socialisme proudhonien, qui est un socialisme girondin, qui n'a rien à voir avec des vapeurs de marxisme, et qui n'a rien à voir avec François Mitterrand, parce que tout le monde dit, mais Xavier Bertrand n'a pas sa carte, mais Mitterrand n'avait pas sa carte au Parti Socialiste non plus, quand même, pour info. Enfin, il a créé le Parti Socialiste. Il a créé, mais il n'avait pas la carte, non plus. Quand il dit quiconque ne veut pas rompre avec le capitalisme ne peut être dit socialiste, ne peut avoir sa carte au Parti Socialiste, il peut le dire parce qu'il n'avait pas sa carte au Parti Socialiste. C'était tout Mitterrand, ça. Ouais. Donc il y a juste un moment donné... Mais je réponds juste à votre question. C'est un peu joué sur des... Par exemple, quand je débat avec Manuel Valls, personne n'estime que je pense comme Manuel Valls. Même si vous tombez d'accord sur certaines choses. Bien sûr, mais heureusement. Puis je suis d'accord avec d'autres qui sont de droite ou d'ailleurs, quand il y a du bon sens. C'est ça mon problème. Simplement, vous me dites, il y a 2 boîtes ou 3 boîtes. Il y a une boîte Parti Socialiste, il y a une boîte Mélenchon, puis il y a une boîte extrême gauche. Dans quelle boîte ? Il y a une boîte en frais, quoi. Non, il n'y a pas une boîte en frais. Il y a une boîte avec des gens qui, en France, estiment que les partis, c'est pas l'horizon indépassable de la politique. Et qu'aujourd'hui, par exemple, on peut créer une maison de retraite un peu alternative, qu'on peut fabriquer des coopératives et de la mutualisation, et que c'est ça être de gauche. Qu'on peut se débrouiller pour sauver une école, qu'on peut le soir organiser des choses avec des personnes âgées dont on estime que si elles sont improductives, leur destin n'est pas de se trouver dans des EHPAD, mais peut-être de transmettre à des enfants pour faire des études et des leçons. C'est ma gauche. Elle n'est pas visible, elle ne fait pas beaucoup de bruit, elle ne se bat pas pour avoir du pouvoir, elle n'a pas un parti, elle n'a pas un drapeau, elle n'a pas d'emblème. Mais plein de gens, c'est pour ça que... C'est ça. Oui. Et après, ces gens-là, ils n'ont pas forcément envie de voter François Hollande ou Mélenchon. Là, il n'est pas candidat, François Hollande. Oui, jusqu'à présent.
présent. parce que Il y a Anne il est en Hidalgo, mort d'envie. a sûrement. priori. On dira Anne Hidalgo. Arrêtez de croire que la gauche, c'est 3 cases et de dire si vous êtes nulle part dans ces cases, c'est que vous êtes Ah non, nulle mais part. moi, je crois pas, ça m'intéresse. C'est pour ça que je vous ai invité. Sinon, je vous aurais Oui, pas invité. oui, oui. C'est pour savoir. Et parce que vous avez des idées qui m'intéressent ou que j'ai envie d'entendre et de comprendre et de savoir un peu où vous êtes. Et parce que vous êtes audible et parce qu'il y a des gens qui vous écoutent et qui sont intéressés par ce que vous dites. Mais Sinon, où je sont vous les aurais pas invité. Les chevènementistes sont où aujourd'hui, vous voyez? Bah, Il ils y en a sont plein. dispersés. Hein. Mais après, il y a plein de gens qui nous disent qu'ils l'ont été. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'ils l'aient été, c'est qu'ils Il y le en a soient qui encore. discutent avec Macron et Jean-Pierre Chevènement discute avec Emmanuel Macron aussi. Hein. Ah bah oui. Non, mais ça, je le sais, vous savez, on en Oui. discute, lui et moi. Il parle avec Macron, mais parce qu'il représente la France quand il va négocier avec Poutine des choses qui relèvent d'informations que je n'ai pas à dévoiler. Mais oui, il travaille pour... parce que c'est un sage, un peu comme Robert Badinter. Vous avez des gens qui sont des sages et qui sont au-delà qui sont déjà dans l'histoire de France de leur vivant. Et cette gauche-là qui est candidate dans cette présidentielle-là, avec les écologistes, avec Mélenchon et tout, vous la regardez comment, du coup? Elle vous intéresse pas? C'est pas là que ça se passe? C'est pas ma gauche. C'est-à-dire que il y a eu plusieurs Mélenchon. Hein. Il y a eu le Mélenchon maastrichtien, il y a eu le Mélenchon jauretien gaulliste, celui de Marseille. Celui-là avait plutôt ma sympathie. Et puis là, il y a eu un islamo-gauchiste aujourd'hui qui, bah non, je peux pas accepter ça, quoi. Descendre dans la rue avec des gens qui ont des slogans antisémites, tout ce genre de choses, avec une espèce de complaisance pour ces gens-là, sous prétexte d'un antisionisme qui permettrait, etc. Non, c'est pas ma gauche. Ça peut pas être ça, ma gauche, non. Alors, sur l'islam, c'est très intéressant parce que moi, je me souviens que vous dénonciez la propension de l'Occident à bombarder les musulmans sur la planète et vous le dénonciez. Oui. Et en même temps, quand vous parlez avec Zemmour, et vous dénoncez l'islamo-gauchisme. Donc, j'entends bien. Alors, là-dessus, quelle est votre position? Vous avez dit aussi que vous n'étiez pas Charlie. Et, Non, je n'ai pas dit ça. non J'ai dit je suis Michel Onfray. Donc voilà. C'est parce Oui. qu'à l'époque, il fallait que tout le monde soit Charlie. Donc dans la configuration, je dis non, arrêtez, je ne suis pas Charlie. Parce que vous n'aimez pas être panurgiste, vous n'aimez pas répondre comme tout le monde. Voilà. Mais en même temps, c'est pas de pas il répondre. y avait comme un tout. côté, on est de ce côté ou on est de l'autre Oui, mais côté. on malgré était tout. sommés. On a quasiment le fusil, le canon du revolver sur la tempe en disant bien sûr que vous êtes Charlie. J'ai dit non, vous ne me ferez pas dire ça. Je suis Michel Onfray. J'ai dit ça en passant. Je veux bien qu'on reparle sur ça, mais je dis il y a des moments où il faut être Charlie, il y a des moments où il faut être Front républicain, il y a des moments où il faut. On dit ce qu'on veut, mais il y a juste un moment donné, je peux pas dire je suis Charlie. Je défends pas les idées de Charlie. Toutes les idées de Charlie. Donc, Quand on disait je suis Charlie, on disait je suis pour la liberté était d'expression, éventuellement. vous savez, de ces gens qui défendent la liberté d'expression en n'invitant pas les gens ou en les interdisant, etc. Moi, je suis tricard sur un certain nombre de chaînes Bon, du vous êtes service invité public. partout. Partout. Bon, enfin bref, vous êtes Non, là. mais si vous, Allez, on vous va êtes là faire de la toute sociologie, façon. si vous voulez. Non, Non, parce que je suis chez vous ce soir, que je suis partout. Non, mais vous êtes invité très souvent, mais Oui, mais il y a des endroits nulle part. France Qu'est-ce Inter, que- jamais. Par exemple, la matinale, jamais. Interdit. Bon, Et j'ai été viré de France Culture. Par ça vous Macron. réglerez vos comptes avec. Non, mais si vous voulez qu'on rentre là-dedans, on rentre là-dedans. Non, moi, Mais ce que je veux savoir, c'est comment vous analysez ce phénomène Éric Zemmour, du coup. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez fait le débat, vous voyez, il grimpe dans les sondages. Ah, j'y suis pour rien. Je vous rappelle que quand même, ça a grimpé avant et que quand on avait décidé ça, cette rencontre, ça devait se faire 3 mois plus tard et il était encore sur une chaîne le soir comme journaliste et que c'est devenu ce Bien que c'est sûr. devenu ensuite. Bon, après, on n'a pas dit non. Mais je veux dire, je vous assure que je ne suis pour rien dans le fait qu'il grimpe dans les sondages. Pour répondre à votre question, je crois qu'il est le retour du refoulé de 50 années de gauchisme culturel. J'utilise l'expression de Jean-Pierre Le Goff. Et on a eu en fait trois temps avec le marxisme. On a eu un marxisme à Moscou, c'était celui du marxisme-léninisme, c'était Lénine, et la gauche française était marxiste-léniniste, c'était l'époque de Sartre. Et puis on a eu une époque gauchiste, celle de Foucault, de Deleuze, celle des 68 arts, et donc ça a été un deuxième temps. Et puis là aujourd'hui, on a la gauche woke, quoi, la gauche californienne. Éveillé. Oui. Et oui, éveillé si l'on veut, mais je dis non, moi... Décolonial, indigéniste, Mais la première gauche néo-féministe. m'intéresse plus, hein, celle de Sartre m'intéresse plus que celle de Foucault, et alors beaucoup plus que celle des décolonialistes d'aujourd'hui. Mais Éric Zemmour, est-ce que c'est seulement la réaction ou est-ce que c'est aussi, dans son discours, la volonté du retour d'une ancienne France, d'une France blanche, d'une France de la civilisation gréco-romaine, d'une valorisation d'une France des années 30 à certains moments sur la terre et les morts? Enfin, il y a aussi des références qui sont peut-être perturbantes, ou pas? Oui, mais moi j'ai dit tous mes désaccords avec Éric Zemmour sur ce sujet-là. Moi je crois que la civilisation s'effondre, lui aussi. Il y a une différence majeure, c'est que lui il pense que l'islam est une menace pour la civilisation. Moi je pense qu'il n'y a pas de menace quand la civilisation de toute façon elle est déjà en train de disparaître et que l'islam n'est pas une menace. Moi je pense vraiment, il a raison de penser en termes de siècles, moi je pense en termes de millénaires. Et je lui ai dit, je pense que la vraie menace pour notre civilisation c'est le transhumanisme, c'est pas l'islam. Donc ça fait quand même une différence majeure.
je pense qu'on ne peut pas dire qu'on a de l'admiration pour le général de Gaulle, ce qui est mon cas. Si vous voulez une étiquette, je peux être aussi gaulliste de gauche, ça me va très bien. Le général, il voulait rassembler. On ne peut pas rassembler quand on divise, quand on commence par diviser. Dire l'islam, c'est l'islamisme, et l'islamisme, etc. C'est pas possible de dire une chose pareille. Ou de dire, vous ne pouvez pas vous assimiler si votre prénom n'est pas français. Ça n'a aucun sens. Je dis le voile, c'est la même chose. L'important, c'est pas ce qu'on a sur la tête, c'est ce qu'on a dans la tête. Et c'est la même chose avec son prénom. Qu'est-ce qu'on Le fait voile, c'est un symbole ou un vêtement? Les deux. C'est un vêtement qui est un symbole, mais ça dépend comment on le porte. Moi, je connais des femmes qui portent des voiles et qui ne sont pas du tout dans une revendication de destruction de la civilisation occidentale. Pas du tout. Et si vous avez un contre-exemple, vous ne pouvez plus faire de loi. C'est un peu ce que je reprocherais à Éric Zemmour, c'est-à-dire d'essentialiser. C'est un intellectuel en politique. La politique, c'est pas un truc d'intellectuel. Et souvent, les meilleurs sont ceux qui sont les moins intellectuels possibles. Ce sont des pragmatiques, des gens qui bricolent, qui agencent, etc. Et cette façon qu'il a de penser avec des essences platoniciennes, le peuple, les Arabes, les musulmans, la France, je ne peux pas être d'accord avec ça. La complexité, heureusement, doit être bien analysée, doit être bien doit être prise en compte. Oui. Juste, vous savez, j'ai entendu pas mal de gens sur ce plateau passer, et il y en a qui ont dit, au deuxième tour, s'il y avait Macron-Zemmour, je voterais Zemmour. Et vous ? Mais moi, je défends, j'ai beaucoup dit, je ne suis pas pour l'homme providentiel, mais pour un peuple providentiel. Donc moi, je suis pour une vraie régionalisation, je suis pour des propositions girondines, et je suis d'ailleurs pour ressortir franchement de l'Europe de Maastricht. Ce n'est pas le cas de Macron, hein, on le sait, et ce n'est pas le cas non plus d'Éric Zemmour. Ni Voilà. d'Éric Zemmour. Donc moi, je ne voterai pas pour quelqu'un qui nous dit « nous allons tout changer », alors que nous sommes dans un carcan européen qui ne permet pas de changer. Donc à un moment donné, il faut être crédible si on veut vraiment pouvoir changer. Donc vous abstenez dans ce cas-là, en l'occurrence. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un candidat qui correspond à ce... Il n'y a plus un candidat, je dirais, qui dénonce le carcan européen. Je parlais tout à l'heure de Georgi Kuzmanovic, qui est sur des positions comme celle-ci. Oui, mais qui était avec Jean-Luc Mélenchon. À l'époque, mais qui n'est pas candidat à la présidentielle cette année. Bien sûr que si. Ah. Il l'est. Donc, Je ne vous l'annonce pas, parce qu'il l'a annoncé, la chose a été dite. Non, il a été viré par Mélenchon à l'époque où Mélenchon prend son virage islamo-gauchiste, parce qu'à l'époque, il était avec André Cottorac, qui lui, pour le coup, est passé au Rassemblement national, mais il était sur une logique qu'on dira jaurétienne. Et il est toujours sur une logique jaurétienne. Et moi, je ne trouve rien à redire à son discours, il me va très bien. Donc voilà votre candidat, mais quand même, il y a des gens qui parlent beaucoup de souverainisme. Oui. On va écouter Emmanuel Macron aujourd'hui. Il a présenté son plan France 2030. Lui, il a dit qu'il faut revenir à une forme de souverainisme, enfin d'indépendance. Écoutez-le. Le plan France Relance est un plan qui, en accélérant les transitions qu'on avait faites, permet aussi de relocaliser et de rebâtir un début de souveraineté. On a une composante robotique, on a une composante protéine, qui est très importante et qui est plébiscitée par le monde agricole. On a une composante santé. On se remet à reproduire du paracétamol en France, qu'on avait complètement abandonné ces dernières années. Donc tout ça est cohérent, va dans la bonne direction. Voilà, donc il veut défendre une forme de souverainisme. On doit reproduire des produits, on doit retrouver une forme d'indépendance. Européenne. Il a parlé d'un souverainisme européen, pas là. Mais alors d'abord, je vais une question de méthode. J'attends que demain ils disent le contraire. Hein. C'est un peu ce qui distingue Emmanuel Macron. On dit un truc, le lendemain on dit le contraire, ou on fait dire par un ministre qui, etc. Enfin, bon, il a dit ça aujourd'hui, très bien. Mais vous moi, enregistrez, vous dites. Pardon ? Vous prenez acte quand même. Oui, je prends acte qu'il va dire le contraire bientôt. Mais c'est comme ça depuis 5 ans, ou bientôt 5 ans. Je dis simplement qu'il y a un moment donné où on ne peut pas dire je suis pour le souverainisme européen. Parce que si on est pour l'Europe, on n'est pas pour le souverainisme national. C'est très précisément le cœur même du traité de Maastricht. C'est le renoncement à la souveraineté nationale au profit d'une souveraineté post-nationale pour fabriquer une Europe libérale. C'est ce à quoi il croit. Donc il veut faire du paracétamol, mais si ça doit se faire à Berlin, ça se fera à Berlin. Mais ça ne se fera pas en France. Il n'a pas un souverainisme national. Bon, le souhait, c'est quand même de redonner une forme d'indépendance nationale à l'intérieur de l'Europe. Je vous l'accorde totalement, bien évidemment. Oui. Pas question de contester cela. Mais en même temps, il y a une volonté affichée, et ça peut changer, mais affichée par notamment l'expérience de la pandémie, de reproduire français dans certains cas, sur certaines choses.
Oui, mais là, On verra. oui, mais c'est tout vu. Je pense qu'on est dans une période présidentielle. C'est un candidat, au même titre que Macron. Ils ont beau nous dire, j'attends, je verrai, je ne sais pas. Au même titre que Zemmour, c'est ça que vous voulez dire? J'ai dit que C'est Macron, pardon, oui. excusez-moi. Oui, que Zemmour. Donc, il est en campagne. Donc là, ce sont des annonces de campagne. Et on flatte un peu prétendument les souverainistes. Mais dire on va refaire du paracétamol, oh là là, le projet de société, dites donc. Ça passe par là. Michel Barnier, le 9 septembre dernier... Avec la Chine, qui est le produit très vite, très bien, à des prix qui seront de toute façon pas concurrentiels. Alors, comment vous faites? Ah, ben ça, je ne vous le fais pas dire, c'est la alors, vraie grande question. Comment vous faites, vous? Eh oui, absolument. Dès qu'on est souverainiste, on est protectionniste. Parce que si effectivement, vous taxez les produits... Et donc, vous faites payer cher à tous les gens dont vous avez parlé au début, c'est-à-dire les plus modestes, les moins protégés, ceux qui n'ont pas les moyens. Pas du tout, mais non. Et ça marche de toute façon comme ça dans tous les autres pays. Aux États-Unis, si vous pensez qu'ils ne sont pas protectionnistes, il n'y a pas plus protectionnistes que les États-Unis. Puissants. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus forts que la France aujourd'hui. Qui fait du Bordeaux, du Bourgogne en dehors de la France? Qui fait des produits, les produits haut de gamme, de la haute couture, etc. On a des produits qui ne sont pas interchangeables. Si vous voulez aller vous habiller avec la mode chinoise, vous allez voir, ça ne se fera pas. Donc on a un tourisme qui n'est pas délocalisable. On ne peut pas prendre ses vacances au Mont-Saint-Michel en Chine. Donc par définition, on a un tourisme. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire et qui nous permettrait de remettre un terroir au centre de la France. Justement, les paysages, la gastronomie, le tourisme, la culture, le patrimoine. C'est bien les racines africaines de la France. Mais je veux dire, on pourrait aussi organiser quelque chose autour de ça. Ça vous a choqué, les racines africaines de la France? Je suis pour toutes les racines. Mais c'est-à-dire que quelqu'un qui nous dit qu'il n'y a pas de racines chrétiennes, mais qu'il y a des racines africaines, moi je pense qu'il y a des racines chrétiennes et qu'il y a des racines africaines aussi. Et que ça n'aurait aucun sens de dire qu'il n'y en a pas. Mais il y a aussi des racines grecques, et il y a des racines gréco-romaines, etc. Il y a un moment donné, il faut arrêter de croire que la France démarre avec 1789. Et bien sûr qu'il y a une culture qui vient de l'Afrique au sens large du terme, mais aussi de l'Asie. On n'est pas un petit pays perdu sans relations. Et les relations, la mondialisation, elle est vieille comme le monde. Les hommes préhistoriques, ils se déplacent, ils circulent, ils font des grandes distances. Et en ce sens, je pense qu'on ne peut pas imaginer que la France pourrait exister comme ça toute seule. Simplement, nous avons... C'est la critique qu'on fait toujours aux souverainistes en disant « Ah, c'est ça, les frontières, les barbelés, on se ferme... » Non, mais juste concrètement, comment vous faites, quoi. Moi, je vous le dis. C'est-à-dire qu'on a des choses qui ne sont pas exportables, que nous produisons et que d'autres ne produisent pas. Les Américains produisent des vins américains, ils ne produisent pas de vin français. Et nous avons des alcools qui sont des alcools français, sauf les Russes qui font du champagne russe, etc. Mais je veux dire, on a la possibilité de dire, sur les choses qui sont vraiment les nôtres, nous allons mettre un effort tout à fait particulier. Sur les artistes, on ne vend pas nos artistes, on ne vend pas nos écrivains, on ne vend pas nos talents. Les galeristes vont tous voir ce qui se vend aux États-Unis et reviennent et font les cotes à partir du marché mondial, etc. Si vraiment on avait un désir d'être français en disant mais regardez, on a toute une jeune génération extraordinaire. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a dit nous devons stimuler les investissements privés pour créer des synergies afin de mieux préparer l'Hexagone à la compétition pour créer l'imaginaire français et européen de demain. Donc lutter contre Netflix et Amazon. Le moulin à prière. Et après, on fait comment ? C'est bien, ça, c'est un joli un truc de campagne, mais il est président de la République. Quand on est président de la République, on dit donc, je vais faire ceci. Nous allons faire cela. Voilà nos propositions. Mais ça ne mange pas de pain de dire qu'il faut lutter contre Netflix, qu'il faut lutter contre la bêtise planétaire qui ceci, qui cela. Oui, bien sûr, on peut aussi arrêter le mauvais temps, on peut empêcher la neige l'hiver, on peut arrêter le cancer. C'est quoi votre modèle? Parce que, par exemple, on sait pour Éric Zemmour, la Hongrie, il est allé voir Orban. On voit que la Pologne veut se soustraire aux lois européennes en disant que la loi polonaise est supérieure. C'est ça le modèle? On ferait? Chez vous, c'est vous qui faites la loi. Chez vous, c'est pas le voisin, je pense. C'est vous qui décidez de l'heure à laquelle vous vous levez, l'heure à laquelle vous couchez, l'heure des repas, le contenu des repas, la décoration chez vous, les trucs qui sont accrochés au mur, c'est vous qui décidez, c'est pas le voisin. Donc moi, je trouve que tous les chefs d'État qui décident que les Turcs qui disent la Turquie d'abord, ils ont raison. Les Américains qui disent l'Amérique d'abord, ils ont raison. Les Russes qui disent la Russie d'abord, ils ont raison. Si un chef d'État n'est pas là pour dire mon peuple d'abord, pourquoi est-il là ? Je trouve sidérant que ça puisse passer pour une espèce d'offense intellectuelle de dire qu'on a envie de défendre les Français quand on est le président de la République française. Non, c'est juste que quand les Polonais disent ça, ils ont reçu beaucoup d'argent de l'Union européenne, ils sont intégrés, ils ont accepté un certain nombre de règles qui leur ont profité et qu'aujourd'hui, ils veulent faire à la carte. On est d'accord. Et donc, quand il faut acheter des avions, ils vont les chercher aux États-Unis. Exactement. Oui. Et que Viktor Orban, il est pour l'OTAN. Il est totalement pour l'OTAN et pour les Américains, tout en disant qu'il défend
son pays. Enfin, vous voyez, Ah oui, mais ça, c'est il y a un peu, on profite Ah de oui, tous mais- les avantages des deux côtés. Mais moi, je défends pas Orban, je défends un chef d'État qui défendrait la France et ses Français en disant j'ai un peuple à protéger. Voilà. Et donc, oui, les intérêts français d'abord. Ça me paraît tellement étonnant qu'un chef de l'État puisse dire les intérêts étrangers d'abord. Mais c'est L'Allemagne pas le plutôt cas. que nous. Mais c'est pas le cas. Mais il y Il a n'y en plein a de aucun. moments. Il n'y a aucun Mais président français qui va dire ça mais et qui dit ça ou non, qui. Il n'y en a aucun qui le dit, mais tous le font. Depuis 1983, tous le font. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité, vous avez parlé tout à l'heure du Covid, on n'a pas la possibilité de décider de fabriquer des masques, de fabriquer des vaccins, ça ne marche pas. Que font nos Non, amis si on avait trouvé un vaccin, on européens l'aurait fabriqué. Non, mais Si pourquoi, on l'avait mais trouvé pourquoi en l'Europe France, on n'en a l'aurait pas fabriqué. été, pourquoi C'est ça, l'Europe le n'en a pas problème. été capable L'Allemagne a trouvé le vaccin. BioNTech et Oui, Pfizer, ça oui. s'est passé en Allemagne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous, Ils on- ont partagé avec les autres Européens. Oui. Eh ben, vous avez vu comment ça marche. On en a plutôt profité. Oh, moi, je pense qu'il y avait la possibilité, mais là, on va refaire de l'histoire, mais je veux dire vraiment de dire, mais pourquoi en est-on arrivé là? Bien Pourquoi sûr. ne sommes-nous pas capables, nous, de produire ce que d'autres pays Absolument. on produit? Ah ben, justement parce qu'on a désinvesti sur ce terrain-là en disant mais les autres le font. Mais les autres le font, donc quand on aura besoin, on leur demandera. Et le jour où on a besoin, on leur demande, ils disent non, nous d'abord. Et puis vous après. C'est pas ce qu'ont dit les Allemands, en l'occurrence, Mais sur le vaccin, ce qui a été important, parce Mais- que les Allemands l'ont reproché à leur gouvernement. Non, mais il y a Ils leur ont eu reproché. il y a eu des travaux en France et on a estimé qu'il ne fallait pas soutenir les travaux français parce qu'il fallait trouver des produits européens, parce qu'il fallait toujours jouer la carte idéologique, de la même manière qu'il ne fallait pas fermer les frontières, sous prétexte que fermer les frontières, c'était rejouer le jeu du nazisme et des heures sombres, etc., etc. Puis à un moment donné, on a tellement peu fermé les frontières qu'on a fermé les portes des maisons et on a fermé les portes des immeubles et qu'il fallait sortir avec des passes, des autorisations qu'on se faisait soi-même, etc. Il y a juste un moment donné où cette idéologie ne peut pas faire la loi. Si on dit, mais non, si on veut un vrai projet national et qui soit susceptible d'embarquer les gens, on dit, mais oui, on a une jeunesse formidable, qui est talentueuse, mais qui n'a pas envie de rester ici. On a une bureaucratie qui empêche le travail. Il faudrait libérer le travail aujourd'hui. Il y a une impossibilité de travailler, une incompétence sur un certain nombre de travaux. Enfin, moi, je vois bien, j'ai une maison dans mon village, j'essaie de faire travailler un certain nombre d'artisans. On se dit, mais on en est arrivé à quoi? Moi, par exemple, on m'a installé des fenêtres, enfin un truc du genre atelier d'artiste. Et à un moment donné, j'ai dit ça s'ouvre où? On m'a dit mais vous n'avez pas demandé. Je dis parce que maintenant, quand on commande des fenêtres, il faut demander à ce qu'elles s'ouvrent. Un mot On en sur est là, votre tout de livre même. pour finir. Les raisons de l'art. Parce que vous avez fait une interview dans Le Point passionnante, puisque vous voulez créer une université populaire des beaux-arts et vous avez dit, ça m'a frappé, l'art contemporain, c'est un langage. Et quand on apprend le langage, au début, on ne le sait pas. Il faut le connaître. Et c'est comme ça qu'on pénètre l'art contemporain. C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme le chinois. Si on ne le connaît pas, on peut pas s'y plonger. Et vous vous êtes plongé dans l'art contemporain et vous êtes devenu un amoureux de cet art contemporain en apprenant le langage. Et ça, c'est possible à transmettre. Ah oui, bien sûr. Là, vous devriez dire que ça me sépare de Zemmour, l'art contemporain. Bien sûr que ça se transmet. Moi, j'ai été prof 20 ans dans un lycée technique avec des élèves dont le destin n'était pas de faire de la philo, puisqu'on leur demandait d'être sténodactylo, comptable ou de vendre des voitures. Et donc, on avait une notion qui s'appelait l'art, et il fallait enseigner ces choses-là. Et donc, tout le monde connaît un portrait de Louis XIV, c'est une peinture de Hyacinthe Rigaud. Et je disais à mes élèves, vous croyez la comprendre, et vous n'allez pas la comprendre, parce que je vais vous expliquer pourquoi il a un talon rouge, pourquoi il a de l'hermine, pourquoi... On n'a pas les codes. Voilà. Et quand je vous donnerai les codes, vous aurez compris, vous aurez aimé, vous apprendrez. C'est la même chose avec la pissotière de Duchamp ou ce genre de choses. Et moi, j'ai beaucoup dit, mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de culture à la maison, ça faisait pas partie de ce avec quoi on vivait. Et j'ai eu la chance d'avoir des passeurs. Et j'ai eu mon vieux maître Gérard Fagnon en philosophie, mais j'ai eu mon ami Jacques Pasquier en peinture, ou Éric Tanguy, mon ami compositeur en musique contemporaine. Et j'ai eu la chance de faire des rencontres, et je me dis, mais tout le monde n'a pas la chance de faire des rencontres. Et après, on rentre dans la peinture, on rentre dans la musique contemporaine, mais même les vins ou la gastronomie. Il faut se faire initier. On ne boit pas un grand cru classé comme ça si on n'est pas prévenu, si on n'apprend pas le langage des vins. Et où apprend-on et quand apprend-on? L'école ne le fait plus. À une époque, à la télévision, on avait une émission qui s'appelait Dardar. On ne pouvait pas mieux dire. En une minute, on s'occupait d'art, art. Et je dis, mais il n'y a pas de lieu où on enseigne l'art aujourd'hui. Il n'y a pas de lieu où on enseigne l'art contemporain. Quand on fait un micro-trottoir, comment voudriez-vous que les gens disent des choses intelligentes sur l'emballage de cristaux? Les expositions d'art contemporain et les grandes fondations ont beaucoup de succès aujourd'hui. Oui, mais il faut y aller et puis écouter ce que les gens disent comme bêtises. Ils ont fait Gauguin ou ils ont fait Van Gogh. Il y a aussi un usage bourgeois, au petit bourgeois de la culture qui fait que, on a vu dans Télérama, il y avait 3 macarons, je sais pas quoi, donc on va faire l'expo parce qu'on va pouvoir en parler dans le dîner prochain, etc. La culture, pour moi, c'est pas ce qui sépare, c'est ce qui réunit.
Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau, Michel Onfray. Merci de vous être prêté au jeu.